Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'impact des recommandations CNIL sur le taux de consentement cookie des utilisateurs. Alors, il est 10h31, donc nous n'allons pas tarder à commencer. Je vais laisser nos deux intervenants se présenter. Romain, si tu veux commencer. Bonjour, enchanté, je suis Romain Stievna, je suis responsable de l'innovation numérique chez France Média Monde et je vais vous partager tout à l'heure un petit retour d'expérience de notre implémentation des recommandations CNIL et RGPD. Voilà. Merci beaucoup Romain. Lucille, je te laisse te présenter également. Merci Charlotte. Donc bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire sur les impacts des recommandations de la CNIL. Je suis Lucille, je suis Customer Success Manager chez Didomi. Et donc merci Charlotte pour cette présentation. Merci Romain, merci Lucille. Donc de mon côté, je suis Charlotte et je suis Head of Customer Success chez Didomi et également DPO. Donc, comme vous l'avez vu, le webinaire d'aujourd'hui portera sur l'impact des recommandations CNIL sur les taux de consentement utilisateurs. Nous allons vous donner toutes les informations que nous avons en notre possession sur l'impact qu'ont eu les recommandations CNIL sur le taux de consentement. Nous partagerons également avec vous des recommandations vous permettant d'optimiser vos taux de consentement. Et bien évidemment, nous avons la chance d'avoir avec nous Romain, responsable de l'innovation chez France Média Monde, comme expliqué il y a quelques minutes, qui va nous apporter un témoignage très précieux sur la stratégie adoptée quant à l'implémentation des recommandations CNIL chez France Média Monde. Et il nous partagera aussi ses retours d'expérience suite à cette implémentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique de questions dédiée juste à droite. Vous pouvez également voter pour une question que vous trouvez pertinente, ce qui permettra de la remonter dans le fil de questions. Donc, nous allons commencer car le programme est assez vaste. Et donc, la première partie portera sur l'impact de ces fameuses recommandations CNIL sur les taux de consentement. Donc, la première slide, comme vous le voyez, nous présentons l'impact qu'ont eu l'implémentation des recommandations CNIL sur les taux de consentement de nos clients. Donc, on a constaté qu'en moyenne, en février 2021, les consentements de nos clients étaient autour de 94%. Donc, ça dépend également de l'implémentation. C'était surtout avec des formats pop-in. Et bien évidemment, on a constaté une petite baisse d'environ 8% des taux de consentement qui sont redescendus à 86%. Donc, voilà un petit peu pour un retour très global, très général. Et sur la slide suivante, nous avons distingué en fonction de l'implémentation qui a été faite. Et on a constaté, comme pas mal de nos clients qui ont fait des A/B tests, que le bouton « Continuer sans accepter » permettait d'obtenir globalement des meilleurs taux de consentement. Donc, avec un lien continu sans accepter, on est autour des 85%, donc on est à peu près au maximum. Avec un bouton « Refuser » en premier écran, comme vous le voyez sur la droite, on est plus autour des 70%. Donc, il y a quand même une différence de l'ordre de 10 à 15% en fonction des implémentations. Encore une fois, on reste assez prudent parce que ça dépend de pas mal de choses. Donc, ça dépend vraiment en fait du client, du site, mais c'est ce qui est constaté en général. Sur cette slide-là, nous vous avons également mis les taux de consentement en fonction de la position en fait du lien continu sans accepter. On a constaté, alors encore une fois, prudence, que la position du lien pouvait impacter un petit peu les taux de consentement. On a peu de clients qui ont testé ça, donc voilà, il faut avoir un petit peu de recul là-dessus. Mais on a constaté que quand le lien était situé en bas à gauche, le taux de consentement pouvait être légèrement plus haut. On peut gagner quelques pourcentages de taux de consentement. Sur la slide suivante, nous avons mis les taux de consentement que l'on a constatés
quand les clients changeaient les couleurs des boutons. Donc, forcément, on a constaté que quand la couleur du bouton refusait tout était différente de la couleur du bouton accepter tout, les taux de consentement, encore une fois, étaient légèrement plus hauts, de l'ordre de 3%. C'est relativement minime comme différence. Et par rapport aux recommandations CNIL, on vous conseille tout de même d'avoir la même couleur pour le bouton refuser et accepter. Sur cette dernière petite slide concernant les impacts que nous avons observés, vous avez une implémentation cookie wall. Pour les implémentations cookie wall, on constate des taux de consentement qui sont plutôt bons, de l'ordre de 85 à 90%. Encore une fois, attention à cette implémentation qui n'est pas validée officiellement par la CNIL. Donc, si jamais vous choisissez cette option, on vous conseille de faire valider avant la mise en production votre implémentation par la CNIL pour ne pas avoir de problème. Et une question aussi qui revient souvent, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est qu'on a pas mal de clients qui observent une légère baisse continue des taux de consentement. C'est assez normal parce que la recollecte se fait progressivement. C'est-à-dire que Didomi va recollecter le consentement uniquement pour les utilisateurs qui avaient donné un taux de consentement avant 6 mois. Et donc, voilà, il y a une recollecte qui se fait progressivement. Donc, on a pas mal de clients qui constatent une petite baisse progressive. Et voilà, les recommandations sont assez récentes. Donc, les taux de consentement continuent à évoluer. Donc, on vous fera part de ces évolutions. Mais voilà, c'est en cours. Là, c'est le tout début. Donc, c'est les premières insights. Il y a voilà, ces petits éléments à prendre en compte. Il y a des petites variations qui sont encore en cours. Lucille, je te laisse du coup présenter tout ce qui est optimisation, comment optimiser son taux de consentement, parce qu'on a observé que certaines implémentations favorisaient le taux de consentement, enfin le consentement utilisateur, et Lucille va vous présenter tout ça et vous expliquer et vous donner des insights sur comment optimiser votre taux de consentement. Merci Charlotte. Oui, tout à fait. Je vais à présent vous donner quelques tuyaux afin de tenter d'optimiser vos taux de consentement. Par exemple, sur cette slide, l'ajout d'un titre explicatif, ça peut faire partie en fait de l'éducation des utilisateurs qui naviguent sur vos sites web afin de les informer sur les cookies, leur utilité et également l'importance que ça a pour vous. Ça crée en général un effet qui est rassurant et la plupart des utilisateurs en plus ne lisent que les titres qui ressortent bien et qui attirent vraiment l'attention. La prochaine slide ici, ce sera sur le format d'intégration. Donc, il y a toujours un choix qui est à effectuer sur le format de la CMP qui est assez important et stratégique. Sur un format pop-in, donc la navigation sur le site, elle est empêchée par cette bannière, dont le comportement est un petit peu intrusif, mais il est surtout bloquant, c'est-à-dire que l'utilisateur doit faire un choix. Cela explique aussi qu'on constate donc des meilleurs taux de consentement avec ce format en comparaison avec le format sticky que vous pouvez voir sur votre droite sur cette slide. Donc, sur les deux types de formats, dans tous les cas, aucun type de cookie ou de traceur ne doit être déposé avant qu'il y ait eu un consentement explicite de la part de l'utilisateur. Quand on en vient aux catégories, donc l'expérience utilisateur peut également être, je dirais, nettement améliorée en utilisant notre système de catégorisation des finalités de traitement. Donc, ça permet d'alléger en fait le second niveau d'information de la bannière de consentement et de la rendre un petit peu plus digeste. C'est disponible sur web et également sur application mobile. Juste faire attention à la version de SDK sur mobile que vous utilisez. À titre informatif, mais ça, on vous le remettra après, il n'y a aucun problème. Il faudra utiliser la minimale à 1.47 pour iOS et la 1.37 sur Android, qui du coup supporte ces catégories sur la vue préférence et donc le second niveau d'information de la bannière. Avec l'entrée en vigueur du TCF V2 cet été, le nombre de clics pour un utilisateur pour faire un choix granulaire, il est passé de 5 à 10 plus 2 sur cette vue, avec des finalités qui sont déjà prédéfinies. C'est pourquoi placer ces finalités à l'intérieur de catégories sur lesquelles vous avez donc
bien sûr la main sur le titre, sur la description, sur la présentation aussi. Ça peut rendre la CMP plus compréhensible pour l'utilisateur. En plus de la création des catégories, vous avez aussi la possibilité de créer des finalités personnalisées, donc directement dans la console d'Idomi, pour vos partenaires qui ne sont pas IAB. Vous avez également la main sur le wording qui est utilisé, la description de cette finalité de traitement. Et vous pouvez du coup faire coller ça beaucoup plus à votre image de marque. Maintenant, je vais vous expliquer avec Charlotte rapidement et vous présenter quelques options qui s'offrent à vous afin d'optimiser vos taux de consentement. Et je vais commencer, comme Charlotte l'a déjà dit en première partie du coup de cette présentation, par notre intégration avec Pool. Donc, nous avons travaillé sur une intégration avec ce partenaire Pool qui offre un wall qui est donc personnalisable et qui est assez facile à mettre en place. Un cookie wall, c'est un dispositif qui vous permet donc de bloquer l'accès à certains contenus ou à certains services, même sur vos sites web ou apps, si l'utilisateur n'a pas donné le consentement pour l'utilisation de cookies. Les cookie walls, ils demandent à l'utilisateur en fait d'accepter les cookies et donc d'accepter des affichages de publicité comme condition en fait pour accéder à certaines pages ou certains articles sur vos sites ou votre site. Pour le moment, chez Didomi, c'est disponible sur web uniquement. Et par exemple, si vous pouvez en fait bloquer l'accès à certains articles présents sur vos sites web en donnant le choix aux utilisateurs, donc soit de s'abonner, de créer un compte, etc., pour accéder au contenu, soit d'accepter les cookies. Donc, dans ce second cas, c'est là qu'intervient la CMP d'Idomi, du coup. Merci Lucille. Deuxième fonctionnalité qui peut vous permettre d'optimiser vos taux de consentement, une finalité premium qui sera bientôt proposée par Didomi, c'est le consentement cross-device. Donc le consentement cross-device, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de partager le consentement utilisateur entre des environnements différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager le consentement d'un utilisateur qui aurait consenti sur votre site web avec son consentement s'il se rend sur votre application. Donc, ça évite en fait de redemander plusieurs fois le consentement à l'utilisateur. Ça évite ce qu'on appelle la consent fatigue et ça permet d'améliorer les taux de consentement car l'utilisateur est moins sollicité. Ça améliore aussi nettement l'expérience utilisateur et ça améliore votre monétisation, bien évidemment. Donc, cette feature est disponible et fonctionne uniquement pour les environnements logués, les environnements connectés. Et voilà, vous permet de partager un consentement utilisateur. Donc, features très utile et qui est en bêta actuellement chez certains clients d'Idomi. Le batch export, donc cette fonctionnalité de batch export, elle va vous donner accès à tous les détails des choix de consentement de vos utilisateurs. Vous pouvez avoir un export incrémental donc quotidien. Le temps, vous pouvez le définir donc par jour, par semaine, par mois. Vous aurez donc accès à tous ces statuts de consentement de tous vos utilisateurs. Ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre et même d'anticiper le comportement de vos utilisateurs, en pouvant repérer par exemple des schémas de comportement et de consentement. Et vous pourrez donc analyser ces données et les rapprocher avec les vôtres. Je vais maintenant laisser la parole à Romain de France Média Monde qui va vous donner un exemple beaucoup plus concret des conséquences de ces recommandations de la CNIL et comment France Média Monde les a abordées. Bonjour à tous, merci beaucoup à Charlotte et Lucille pour le partage de ces chiffres. Je me représente pour ceux qui nous ont rejoints, je suis responsable de l'innovation aux environnements numériques de France Média Monde et j'ai notamment supervisé l'implémentation de la CMP d'Idomi au sein de toutes nos plateformes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous donner un petit mot sur notre société pour que vous compreniez le contexte qui nous a amené à prendre certaines décisions sur l'implémentation de la CMP et concernant le RGPD en général. Peu de monde le sait, mais notre groupe France Média Monde, c'est une entreprise privée de service public et elle est financée par l'État français.
et elle tire la majeure partie de son budget de la redevance audiovisuelle. On opère 3 marques principales, France 24, la chaîne d'actualité internationale en 4 langues, RFI, la radio mondiale qui diffuse en 15 langues, et MCD, la radio laïque arabophone du Moyen-Orient. On participe également à 2 projets européens d'assez grande envergure. Info Migrants, c'est un site d'information en 6 langues à destination des migrants qu'on réalise avec notre partenaire allemand, la Deutsche Welle, c'est notre équivalent en Allemagne, et l'ANSA, qui est l'équivalent de l'AFP en Italie. Le deuxième projet sur lequel on participe, c'est un projet qui est plus destiné aux jeunes. C'est une nouvelle marque d'information pour les jeunes européens et qui est déclinée sur les réseaux sociaux et un site. Et ils ont ouvert en début de semaine, donc c'est tout frais. Et c'est disponible en 6 langues pour le moment, avec l'ambition de rajouter beaucoup d'autres langues par la suite. Donc toutes ces marques se déclinent sur une 50aine de sites internet, 10 applications mobiles, de nombreuses pages sociales. On produit nos contenus en 20 langues avec des collaborateurs qui proviennent de 66 nationalités différentes et on diffuse le tout dans 185 pays. Donc ça fait un périmètre très conséquent, notamment pour nos équipes de développement et pour nos équipes éditoriales. Ça vous donne une idée un petit peu de l'ampleur de la mission qui nous est donnée. En moyenne, sur l'année 2020, on a réalisé pas moins de 235 millions de contacts par semaine. Et on a cumulé 2,4 milliards de vidéos vues et de démarrage audio. Donc il y a une grosse importance des médias, je dirais, plus traditionnels sur nos environnements numériques. Enfin, le dernier pilier de notre présence, c'est une communauté sociale qui est assez énorme, puisqu'on a 85 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et ça fait de nous, notamment avec la marque France 24, le premier média français sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est pas rien. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu le périmètre et les contraintes que l'on a, on va passer au sujet qui nous réunit. Voilà. Donc, je souhaitais commencer par déjà le design de la fenêtre de consentement. Avec notre DPO et nos product owners, on a acté plusieurs principes pour construire nos fenêtres de consentement. Tout d'abord, en fait, les sources de revenus qu'on a, comme je vous le disais, proviennent de la redevance audiovisuelle. Donc, on ne peut pas se permettre de refacturer une deuxième fois les personnes qui nous payent déjà. Donc, on ne pouvait pas proposer en l'état actuel un abonnement pour lire nos contenus. Ce qui nous a éloigné du cookie wall qu'on avait vu tout à l'heure. On a également le problème du continuer sans accepter. C'était notre choix de prédilection au départ, mais comme on a pu le voir qu'il était dans les présentations des recommandations de la CNIL, mais on a vu, nous, qu'il était en contradiction avec le principe d'équité entre l'acceptation et les refus, qui provient de ces mêmes recommandations. Donc nous, on a jugé qu'il ne serait pas durable dans le temps, puisque la CNIL peut revenir à tout moment dessus en disant oui, mais en fait, non. On a donc jugé important de partir directement sur un bouton refusé qui était plus respectueux du consentement de l'utilisateur. Avant ça, petit sondage, on souhaitait connaître votre avis sur le positionnement que vous avez dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt cookie wall, continuer sans accepter ou refuser? Et vous pouvez répondre dans la zone de sondage de la fenêtre et nous partagerons les résultats en fin de présentation. Je passe à la partie suivante sur les boutons. Donc pour intégrer ce bouton refuser, on a choisi de mettre en opposition le bouton avec accepter. Et on l'a séparé avec le bouton paramétré dans une couleur plus neutre. On les a mis tous les deux de la même couleur, sur une même ligne, et on a respecté ce choix aussi sur mobile. Donc sur mobile, il n'y a ni un accepté qui est en haut, ni un refusé qui est plus bas, moins accessible. Tout le monde est sur le même niveau hiérarchique.
Tout est de la même taille, de la même police et de la même couleur sur ces deux boutons. Et donc, nous, ce qu'on souhaitait quand même, puisqu'on a de la publicité sur nos sites, et notamment de la programmatique qui est très dépendante de ce consentement, c'était d'inciter les utilisateurs à passer davantage à la position acceptée. Donc, nos réflexions UX et UI nous ont amené à ajouter des flèches pour suggérer un espèce de précédent suivant, puisque spontanément, l'utilisateur aura tendance à vouloir aller vers le suivant dans sa navigation pour le site. En ce qui concerne les textes maintenant, nous, on a décidé d'adhérer pour des raisons pratiques et pour la compatibilité avec notre programmatique, on a décidé de participer au TCF IAB. Et donc, on a été contraint sur la formulation des textes avec des éléments qui devaient être obligatoirement présents. Ceci dit, on a revu certaines formulations qui ne nous plaisaient pas trop et on les a fait valider pour pouvoir améliorer davantage la compréhension du texte par nos audiences. On a beaucoup retravaillé la mise en page et on souhaitait surtout éviter l'effet pâté de texte qu'on trouvait très repoussant pour les audiences. Donc là, vous voyez notre exemple sur la fenêtre. On a découpé notre texte sous forme de bullet points et on a utilisé une police avec une taille assez lisible et un interlignage aéré, de manière à ce que ça respire. Enfin, la base légale de l'intérêt légitime, en fait, n'est pas légale en France, elle n'est pas recevable. Donc, nous, on a décidé tout simplement de l'interdire via les restrictions TCF, ce qui nous a permis de supprimer du texte toutes les références à cette base légale et de l'alléger un petit peu. Et ça a été validé par l'IAB. Voilà. Ensuite, on a trois piliers qui ont guidé le design de notre fenêtre. On avait une volonté forte de notre présidence de montrer la transparence de nos marques vis-à-vis de ce consentement et de donner envie de passer au contenu. Donc, on a rajouté un effet de flou pour mettre le focus sur la fenêtre, mais un effet de transparence pour inciter à aller voir au-delà de la fenêtre. On a essayé de mettre le logo quand c'était possible. C'est malheureusement pas possible sur AMP, mais on l'aurait bien mis. Donc sur chacun de nos sites, on verra le logo de chacun de nos sites et on a utilisé une petite astuce pour avoir une seule configuration, mais des logos différents et des couleurs différentes sur chacun de nos sites. Voilà, l'idée derrière la présence de ce logo, c'était aussi de renforcer la présence de nos marques et le positionnement pour que la confiance des utilisateurs soit maximale lorsqu'ils vont faire leur choix. Enfin, on a essayé, et vous pouvez le constater sur la version mobile AMP, qu'on a essayé de se rapprocher au maximum de la version web pour que l'expérience utilisateur soit similaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils nous consultent. Voilà. La dernière chose qu'on a fait sur ce design, c'était de créer deux versions différentes. Une version sur laquelle on aura tout ce qui concerne le TCF V2 et donc les obligations qui nous sont faites dans le texte. Vous pouvez le voir avec le petit texte gris qui est en bas sur la fenêtre RFI à gauche. Cette version-là est uniquement sur nos sites internet sur lesquels nous avons de la publicité. Et comme nous avons aussi des sites un peu plus institutionnels ou à destination de publics qu'on ne souhaite pas potentiellement mettre face à de la publicité, on a également une deuxième version qui, elle, n'a ni TCF ni publicité. Donc on a réduit au minimum le nombre de partenaires et le texte ne fait aucunement référence à de la publicité ciblée. Voilà. Maintenant, d'un point de vue technique, on a recréé en interne, en fait, depuis l'année dernière, un Tag Management System, un TMS, de zéro, parce qu'on n'était pas satisfait des solutions proposées sur le marché. On a des sites qui sont un peu complexes en termes de fonctionnement, on a de la publicité également
assez complexe. Donc, on avait besoin d'une flexibilité maximale. Et donc, dans ce TMS, on a intégré le SDK JS de Didomi, et ça nous a permis de mettre en place un blocage total du chargement des scripts externes lorsque l'utilisateur n'a pas donné son consentement, ou au contraire, de charger les scripts, mais avec une configuration alternative, en cas de refus du consentement. C'est quelque chose qui nous avait vraiment déplu chez beaucoup de solutions TMS du marché. Soit on bloquait, soit on laissait passer, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Donc nous, on a voulu rajouter cet entre-deux avec la possibilité de charger une configuration alternative. Et ces configurations alternatives, nous, on les retrouve notamment chez Google Ad Manager ou AT Internet, sur lesquels on peut mettre des paramétrages qui disent « je ne veux pas de publicité ciblée, pas de cookies » ou « je veux une mesure exemple technique ». Voilà. On a amélioré les performances globales du chargement de nos pages grâce à ce système, mais pas seulement. Comme je vous le disais, on a une configuration publicitaire qui est assez complexe et elle repose à la fois sur le lazy loading de la publicité, la navigation en Ajax dans le site et un système de requêtes unique qui va combiner tous les emplacements publicitaires de la page en une seule et même requête à notre ad server GAM. Donc, en choisissant la configuration personnalisée de Google Ad Manager dans Didomi, celle qui est notamment conseillée pour l'implémentation de Prebid, on a réussi à améliorer notre taux de visibilité des publicités de 10%, puisqu'on a réussi à faire en sorte que nos publicités soient davantage chargées rapidement, et donc avec un meilleur impact sur les utilisateurs. Enfin, le dernier point que je voulais aborder sur cette partie plus technique, c'est la Global Vendor List. Alors, la Global Vendor List, elle est très pratique, mais son problème, c'est qu'elle est mise à jour tous les jeudis à 18h, si vous ne le saviez pas encore. Tous les jeudis à 18h, il y a des nouveaux partenaires qui la rejoignent, et donc elle devient de plus en plus gargantuesque. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, on a atteint un petit milestone cette semaine. On est passé au 1000e partenaire dans la liste. Donc on a 1000 configurations avec toutes les finalités de chaque configuration de chaque partenaire. Ça a un impact qui devient non négligeable sur la performance du chargement des pages, puisque en fait nous maintenant dans notre TMS, on attend que Didomi soit prêt avant de charger nos scripts, et Didomi lui-même attend que la GVL soit finie de charger avant de se charger. Donc ça devient un peu problématique, et c'est d'autant plus critique que Google désormais va mettre au centre de son algorithme de classement des pages les performances de chargement des pages. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectué un audit pour lister tous les partenaires qu'on utilisait sans le savoir, puisque étant donné qu'on a de la programmatique, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément. Et on a listé également ce qu'utilisaient comme partenaire nos sous-régies. Et grâce à ça, on a pu faire une liste de partenaires fermés et désactiver la GVL, ce qui contribue fortement à l'amélioration des performances. Pour vous donner une idée, notre liste de partenaires, maintenant, elle est autour de 200 large, c'est-à-dire qu'on a 200 partenaires qui ne sont pas tout le temps utilisés, mais qui sont présents dans la liste, là où on en avait 1000 auparavant. Donc, en termes de vitesse de chargement, on a quand même réduit d'un 5e. Voilà, nouveau petit sondage concernant la GVL. Est-ce que vous préférez l'activer pour sa simplicité vis-à-vis du TCF, ou est-ce que vous souhaitez plutôt mettre une liste de partenaires fermés en place pour privilégier, comme nous, les performances? Vous pouvez donner votre avis dans la partie sondage de la fenêtre. Voilà. Du côté des statistiques, on a commencé à utiliser avec notre solution d'analytics AT Internet la mesure dite exemple TechNil pour continuer à mesurer le trafic sur nos sites de manière allégée.
c'est quelque chose qui est proposé pour pouvoir continuer à respecter la loi, mais continuer à traquer quoi qu'il en soit. Le hit exemple TechNil, il remonte au serveur AT Internet en moyenne 20% des données qu'un hit complet contient. Nous, on a remarqué en fait que dès qu'on a mis en place cette mesure allégée, lors de l'absence du consentement de l'utilisateur, on a eu un trou assez important dans nos statistiques, car beaucoup de données devenaient beaucoup moins exploitables qu'auparavant. On pouvait faire beaucoup moins de classements, on pouvait beaucoup moins tracer le parcours utilisateur. Et la cause, en fait, c'était tout simplement que lors de la première visite, on envoyait un hit de visite à AT Internet dès que l'internaute arrivait sur la page, avant même qu'il ait répondu à la demande de consentement ou qu'il ait accepté ou qu'il ait refusé. Donc, de toute façon, le hit partait en hit anonymisé puisqu'il n'avait pas encore répondu. Donc, ce qu'on a fait après avoir constaté ça, c'est un changement qui a d'assez grande ampleur et qu'on a dû faire accepter à notre management et aux équipes éditoriales. C'est que le comptage des visites s'effectue désormais après la réponse de l'utilisateur au consentement. Donc, on a choisi de faire ce changement au profit de la qualité des données. Lorsque l'utilisateur accepte, en fait, on a un hit dit complet, donc plus de 80% du temps. On a 100% des données qui nous sont envoyées. Et en cas de refus, donc 20% du temps, on envoie le hit dit CNIL, donc on va avoir 20% des données. Grâce à cette modification, en fait, on a augmenté le nombre de pages vues par visite, ce qui était un impact inattendu, mais on a récupéré en fait le trou dont je vous parlais tout à l'heure, on a réussi à le récupérer grâce à ce changement. Le problème, c'est que désormais, on ne savait plus si les utilisateurs partaient de notre site sans avoir accepté le consentement. Donc, on a mis en place en complément un nouveau comptage, toujours exemple TechNil, puisqu'il a lieu avant que l'utilisateur ait répondu à l'acceptation ou au refus. Donc, ce traçage est toujours fait sur AT Internet et il se base sur tous les callbacks qui sont proposés par AT sur les différents boutons de la Popin, et on a créé également un nouveau événement sur lequel on a branché ce même comptage, qui est la fermeture du site sans que l'utilisateur ait répondu au consentement. Là, cette fois, ce qu'on a appris de ces chiffres de mesure des actions, c'est que il y a une importance assez certaine de sensibiliser les utilisateurs qui sont non européens pour l'exécution de cette demande de consentement. J'y reviendrai plus tard, mais on a déduit de ça que les traductions étaient une partie intégrante de la demande de consentement, et donc on a choisi d'aller à fond dessus. Voilà, pour terminer cette partie technique, je voulais aborder les projets qu'on a en cours actuellement, et notamment celui de la téléconnectée. Avant ces dernières recommandations CNIL, la téléconnectée et les haut-parleurs connectés à la même occasion étaient un peu dans une zone de flou. Techniquement, ils étaient considérés comme des appareils partagés, donc les données n'étaient pas si personnelles que ça. Et ben en fait, c'est fini. Depuis ces recommandations CNIL, là maintenant c'est sûr, la CNIL considère que le traçage d'une app de téléconnecté est similaire à celui d'un site traditionnel, donc nous on s'est mis en phase pour pouvoir nous équiper le plus rapidement possible sur ce nouveau besoin. Et ça tombe plutôt bien puisque Didomi vient d'ouvrir son SDK Apple TV et Android TV. Je leur fais de la pub au passage. Autre sujet qui fait grincer quelques dents en ce moment, c'est l'AT tracking de iOS 14. C'est une version simplifiée du RGPD,
mais elle est trop simplifiée, puisqu'on a le choix que entre accepter et refuser. Et Apple a le bon goût de l'avoir rendu obligatoire, même si on avait déjà une pop-in RGPD implémentée sur notre application. Donc chez nous, ça a été l'occasion de faire quelques allers-retours avec eux, en raison des traductions notamment, puisqu'on nous a refusé une application arabe sur laquelle la pop-in était en anglais. Mais surtout parce que ils considèrent désormais que la demande d'IDOMI n'est pas suffisante. Il faut absolument celle de Apple en plus pour pouvoir mettre l'app sur le store. Et ils nous ont remonté également sur un des échanges qu'on a eu avec eux sur une de nos apps, qu'on avait mis la pop-in de Didomi pour détourner l'attention en vue de favoriser l'acceptation par l'utilisateur de la pop-in de l'AT tracking. Alors, bon, même si on aime bien Didomi, on n'a pas implémenté la pop-in volontairement au départ. D'ailleurs, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les mettre dans les questions et commentaires, parce que ça peut être intéressant d'échanger sur le sujet de l'AT tracking et des retours que vous avez eus sur vos propres apps. Et le dernier point, c'est, comme je vous en parlais, les traductions de nos applications. On a 20 langues et on avait pas mal de nos parcs qui étaient sur des notices en anglais, donc on a décidé de les traduire intégralement. C'est un travail assez titanesque à déployer, mais on en a fait une priorité parce que c'était vraiment nécessaire que nos utilisateurs comprennent ce sur quoi ils cliquent pour éviter qu'ils partent. Justement, la confiance de nos utilisateurs, on va en parler. Je vous propose un petit condensé des enseignements qu'on a tirés de notre expérience d'implémentation de ces nouvelles recommandations et le retour qu'on a eu avec nos audiences internationales. J'ai découpé ça en plusieurs parties. La première, c'est avant l'arrivée sur le site. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter, une fois sur le site, les taux d'acceptation? Et ça paraît évident, mais utilisez les médias que vous possédez déjà pour pouvoir sensibiliser les publics. Si vous avez une chaîne de télé ou une radio ou un journal, parlez-en. Parlez du RGPD, dites pourquoi c'est important pour le business, pour le fonctionnement des sites internet de laisser accès à ces données personnelles pour les sites internet. Sinon, l'écosystème entier de la publicité et donc des sites internet peut s'écrouler en quelques années. Pendant le recueil du consentement, donc ça c'est plus la partie au niveau de la pop-in, traduisez. Si vous avez un site multilingue, traduisez. C'est un conseil très franc. On n'avait pas fait... on avait fait que partiellement ce choix. Vous gagnerez du temps si vous le faites dès le départ. Si vous souhaitez que vos utilisateurs comprennent, utilisez des mots simples. C'est pas la peine de leur mettre des tartines de texte marketing qu'ils ne comprendront pas. Ça les fera fuir plutôt qu'autre chose. Nous, une des particularités de nos sites, c'est qu'on n'a pas de compte utilisateur. Donc, on a choisi dans nos textes d'insister sur le caractère non sensible des données collectées. L'idée, par exemple, c'est de leur dire l'information la plus sensible qu'on va collecter, ce sera votre adresse IP et on la collecte que partiellement. Je vous le disais tout à l'heure, aérez les textes. Si vous avez un effet pâté, les gens ne vont pas lire et donc vous augmentez les chances qu'ils partent. On y pense peu, mais il y a beaucoup de sites qui n'optimisent pas leur affichage
pour les mobiles. Ils pensent sur leur propre site à faire les changements pour le mobile. Par contre, sur la fenêtre de consentement, on la laisse comme si c'était un site desktop. Et donc, du coup, on a quelques surprises quelquefois, notamment vis-à-vis de la longueur du texte. Si vous faites un texte qui est trop long et dont la taille n'est pas adaptée, bah, vous allez potentiellement faire sortir les boutons de l'écran. Et alors là, c'est une catastrophe. Votre taux d'acceptation, il chute drastiquement. Donc, il faut bien penser à tester sur mobile avant tout et faire en sorte que l'expérience utilisateur soit agréable pour le consentement. Et enfin, le dernier point, c'est quelque chose duquel on parle pas trop, mais il faut espacer les demandes marketing dans le temps. Parce qu'en fait, on a beaucoup de sites qui incitent de plus en plus à télécharger leur app, s'inscrire à une newsletter, accepter les notifications push. Et ils font ça de manière successive. Et donc, du coup, on parlait tout à l'heure de la fatigue pour le consentement. Bah là, c'est un peu la même chose. À force d'agresser l'utilisateur avec 15 demandes successives avant qu'il puisse accéder à son contenu, il a tendance à partir du site ou répondre non à tout. Et du coup, il a une mauvaise opinion et potentiellement, il ne reviendra pas. Donc, c'est du trafic perdu pour la suite. Donc, l'idée, nous, ce qu'on s'est fixé comme problématique, c'est de limiter aux prioritaires ce qu'on met en premier affichage à l'utilisateur, d'essayer d'espacer dans le temps, reproposer lors d'une prochaine visite d'autres contenus en disant vous pouvez également vous abonner à notre newsletter, etc. Mais pas de le faire depuis d'abord dès que l'utilisateur arrive sur le site. Voilà. Et enfin, après la réponse de l'utilisateur, ça paraît évident, mais je vais le répéter. Respecter le choix de l'utilisateur, c'est aussi bête que ça, mais charger un script sans consentement, c'est une perte de confiance des utilisateurs les plus sensibles à la question des données. C'est des utilisateurs qui parlent, donc potentiellement ils vont dire aux personnes autour d'elles que votre site ne respecte pas leurs données. C'est un risque juridique important pour l'entreprise. On n'en a pas parlé, mais les sanctions de la CNIL peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, pas des bénéfices, du chiffre d'affaires. Donc c'est assez important. Et puis ça peut être une perte de maîtrise de votre inventaire publicitaire. Donc c'est tout à votre désavantage de ne pas bloquer les scripts tiers lorsque vous avez un refus de l'utilisateur pour l'utilisation des données personnelles. Ça peut paraître bête, mais il y a de nombreuses entreprises qui pensent qu'implémenter une CMP et donc de l'afficher sur le premier écran sans effectuer le blocage des scripts les protégera des risques. Et c'est pas du tout le cas. En fait, la CNIL, elle va au-delà juste de l'affichage de la popine. Donc, ça n'empêchera pas du tout ces contrôles techniques pour savoir si vous êtes conforme ou pas. Deuxième point, vous pouvez essayer d'adapter votre inventaire publicitaire à la possibilité d'un refus. Il y a beaucoup d'inventaires aujourd'hui qui se basent sur l'unique possibilité de l'acceptation. Il faut peut-être essayer de creuser et d'aller voir d'autres adtech, de nouvelles solutions qui se mettent sur le créneau du sans cookie. Même si la publicité est de moindre qualité et rapporte moins, elle rapporte au moins pour les utilisateurs qui ont dit non. Donc, pourquoi ne pas les essayer ? En cas d'acceptation, ça peut être une bonne pratique. On ne l'a pas encore mis en place chez nous, mais on y pense très fortement. Si l'utilisateur a choisi d'accepter, pourquoi ne pas lui afficher un message bref à l'écran qui lui dit juste « merci de votre confiance ». Simple, clair, etc. Et ça le favorise dans l'idée que si jamais il revient sur vos sites et on lui repose la question, il pourra cliquer sans trop d'appréhension. En cas de refus, ça on a constaté sur quelques sites, c'est assez nouveau, donc c'est pas encore très généralisé, mais on a vu que des sites mettaient en place une barre un peu didactique
pour expliquer l'impact que va avoir un refus sur l'utilisation du site. Donc dire que, je sais pas, les tweets ne s'affichent pas dans les articles, les vidéos YouTube ne seront pas lisibles, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de les afficher sans le consentement. Et du coup, essayer d'influencer le choix de l'utilisateur en lui proposant un lien direct pour changer son choix. Les premiers sites où on a vu cette pratique se mettre en place, eux ont l'air assez dépendants de leurs revenus publicitaires et donc rendent la barre sticky non fermable. Nous, on pense que la rendre non intrusive et donc du coup avoir la possibilité de fermer la barre si jamais on n'est pas d'accord, reste quand même une bonne pratique pour éviter que l'utilisateur soit en colère contre le site. Et enfin, notre dernier point, c'est effectuer des audits avec les mêmes outils que la CNIL, en fait. On a eu quelques surprises concernant des sous-régies qui respectaient pas le consentement malgré leur adhésion au TCF et qui utilisaient assez massivement le dépôt de cookies sur nos pages. Un indice pour vous, chez vous, c'est souvent les mêmes qui promettent des revenus mirifiques et qui rapportent des clopinettes. Donc dans ce cas-là, la décision est assez rapide. Nous, on a décidé d'arrêter la collaboration avec eux. Voilà. J'espère que ces retours vous ont été utiles et je repasse la main à l'équipe de Didomi pour la session de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Romain. C'était très intéressant. Je pense que ça va vraiment aider tous nos clients à faire certains choix. Les insights sont très, très précieuses et intéressantes. Donc, merci beaucoup à toi pour cette intervention de très grande qualité. Au niveau des questions, on en a eu une seule auquel j'ai répondu, mais je vais peut-être la relire parce que ça peut intéresser tout le monde. Donc, la question était de savoir quel était le taux de visiteurs qui se rendent sur le deuxième niveau d'information de la CMP, ainsi que sur le troisième niveau, donc tout ce qui est partenaire. Donc, ce qu'on constate en moyenne, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui se rendent sur ces deux fenêtres. On est à environ moins de 3% pour la vue préférence et moins de 1% sur la vue vendors. Donc, peu d'utilisateurs, mais souvent ceux qui y vont peuvent être les utilisateurs les plus pointilleux. Donc, il faut faire attention et il ne faut pas négliger ces vues-là. Je vois qu'il y a deux questions qui viennent d'être posées. Alors, je vais lire la première question. Donc, certains acteurs se positionnent à la fois sur la base légale de l'intérêt légitime et sans cookie et celle du consentement. Vous recommandez de travailler avec des acteurs. Alors, ça, c'est une autre question. Ou c'est peut-être la même. Alors, je prends juste 2 petites secondes pour la lire. Alors, bon, pour les acteurs qui se déclarent à la fois sur l'intérêt légitime et à la fois sur le consentement, comme le disait Romain par rapport aux recommandations CNIL, l'intérêt légitime ne semble pas être une base légale reconnue et acceptée par la CNIL. Donc, nous, ce qu'on va conseiller chez Didomi, c'est d'utiliser les restrictions et de bloquer cet intérêt légitime pour le dépôt de cookies. Et donc, l'autre question qui recoupe peut-être la première remarque, donc, vous recommandez de travailler avec des acteurs sans cookies, exemple sémantique, donc non déclarés à l'IAB. Autrement dit, si pas de cookies utilisés, il est préférable de ne pas se déclarer à l'IAB que de le faire sur la base légale de l'intérêt légitime. Alors là, ça va vraiment être le choix du partenaire et votre choix à vous. On n'a pas spécialement de recommandations là-dessus. S'il n'y a aucun cookie, les recommandations CNIL ne rentrent pas en jeu normalement. Donc, il faut bien vérifier avec le partenaire qu'il n'y a aucun traceur ou cookie déposé avant tout. Ça, c'est très important parce que voilà,
il faut vraiment faire attention à ça, bien vérifier ça avec les partenaires. Et après, ça va être le choix du partenaire de se déclarer ou non à l'IAB. En tout cas, nous, notre recommandation serait effectivement de ne pas utiliser la base légale de l'intérêt légitime pour tout dépôt de cookies au traceur et même sur le traitement de données à caractère personnel lié à ces cookies traceurs. Même s'il n'y a pas de traceur, si une collecte de données personnelles, on ne recommande pas d'utiliser l'intérêt légitime comme base légale. On vous conseille aussi de vérifier et recouper ça avec vos juristes et votre légal en interne pour bien vérifier ces points-là et avec le partenaire de bien vérifier aussi l'ensemble de ces points avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres dans l'onglet questions. On peut attendre quelques secondes. Oui, Romain? On peut peut-être donner les résultats des sondages, puisque je les vois et je ne les avais pas vus. Donc du coup, à la question, si vous utilisez le TCF dans votre CMP, préférez-vous disposer d'une liste évolutive de partenaires type GBL ou d'une liste de partenaires fixes? Et donc la majorité des gens ont répondu je préfère maîtriser la liste des partenaires. Donc on est là bien en adéquation avec l'idée d'optimiser les performances des sites internet et maîtriser l'inventaire publicitaire. Et sur le deuxième sondage, sur le premier écran de votre CMP, on a une majorité de personnes qui ont répondu qu'un bouton refusé était l'option qui recommandait. On est très proche sur le continuer sans accepter. On n'a pas de cookie wall qui ont répondu aujourd'hui. Merci Romain pour ces sondages très intéressants. Au niveau des questions, toujours pas d'autres questions. Donc, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Dans tous les cas, Lucille et moi-même restons à disposition pour toute question. Je tiens encore à remercier Romain d'être intervenu et pour l'ensemble de ces retours. Merci aussi à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que vous avez trouvé toutes les informations dont vous aviez besoin. Et comme je l'ai dit, les équipes d'Idomi restent à disposition afin de vous aider à implémenter au mieux les recommandations CNIL et aussi nous sommes là pour vous aider à optimiser votre implémentation. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.